Alors Daniel, nous commencerons ce journal par un point sur le dossier iranien. Et oui, effectivement, en Israël, on s'est préparé durant le week-end à une opération militaire américaine d'envergure contre le régime iranien, mais visiblement celle-ci semble avoir été reportée. Le président américain serait hésitant, certains de ses conseillers les plus proches s'opposeraient à une telle opération contre le régime iranien et il se ferait l'écho ainsi de plusieurs pays du Golfe Persique qui eux aussi ne souhaitent pas un tel développement, en particulier le Qatar, mais aussi l'Arabie Saoudite. Au cours des 2 derniers jours, des messages auraient été échangés entre Washington et Téhéran. Selon certaines sources, le message iranien serait plus conciliant, mais hier, le président iranien Pezeshkian a affirmé que son pays ne cédera pas face aux pressions internationales. Quant à Steve Witkoff, il a déclaré dans une interview sur la chaîne Fox que le président Trump s'étonnait du fait que les Iraniens n'aient pas cédé. Oui, je ne dirais pas que le président est frustré, mais il ne comprend pas comment, face à l'armada que les États-Unis ont déployée dans la région, le régime iranien n'a pas renoncé à son programme nucléaire, a dit Steve Witkoff. Et selon le Guardian londonien, le régime des Mollahs refuse toujours de sortir de son territoire l'uranium enrichi dont il dispose. Mais il est prêt à réduire cet enrichissement à moins de 20% sous contrôle de l'AIEA. On estime que l'Iran détient actuellement quelques 300 kg d'uranium enrichi. Cet engagement pourrait être au cœur de la proposition, en tout cas de la réponse que les Iraniens doivent faire parvenir aux Américains dans les prochains jours dans le cadre de ces négociations avec Washington. Ceci étant, les manifestations populaires contre le régime iranien ont repris à Téhéran. Oui, apparemment il s'agit cette fois d'un mouvement qui est porté par les étudiants iraniens, des étudiants qui ont manifesté hier devant l'université de Téhéran ainsi que devant d'autres universités iraniennes. Ces manifestations s'inscrivent dans le cadre de la fin des 40 jours de deuil après les massacres des 8 et 9 janvier dernier. Selon l'Iran International, l'organe de presse de l'opposition iranienne, sur l'un des campus, on a même assisté à une confrontation violente entre manifestants et miliciens du Basij affiliés au pouvoir. Les manifestants ont scandé « À mort Khamenei » et « Vive le Shah ». Le cabinet restreint pour la sécurité nationale israélien doit se réunir aujourd'hui pour débattre de cette situation, Daniel. Une réunion qui doit avoir lieu à 18h30 heure locale. Au cours de cette réunion sera présenté un briefing sur les derniers développements sécuritaires, en particulier dans le dossier iranien. Au sein de Tsahal, on estime que si les Américains devaient attaquer en Iran, cela pourrait entraîner une confrontation sur plusieurs fronts pour Israël. Tsahal a constaté en particulier une intense activité au sud Liban de la part du Hezbollah, en particulier au sein des systèmes de missiles du mouvement chiite. Et l'on estime que si l'Iran est attaqué, eh bien le Hezbollah pourrait lancer des milliers de missiles en direction du territoire israélien. Je vous rappelle que vendredi soir, la marine israélienne a tiré en direction de cibles du Hezbollah au Liban. 12 terroristes du mouvement chiite, mais aussi du Hamas, ont été abattus au cours de cette attaque qui est destinée à prouver donc la vigilance des forces israéliennes. Et puis Daniel, il y a eu hier soir plusieurs manifestations contre le gouvernement organisées en particulier à Tel Aviv et à Jérusalem. Oui, samedi soir, les manifestants ont appelé le gouvernement à endosser sa responsabilité dans les carences qui ont permis la catastrophe du 7 octobre. À Jérusalem, les manifestants ont bloqué la circulation dans le centre-ville, sur la place de Paris, près de l'ancienne résidence du Premier ministre. Le commandant en chef de la police en charge de cette manifestation l'a qualifiée d'illégale et les manifestants ont été dispersés à l'aide de canons à eau. À Tel Aviv, c'est la tante des enfants Biba Sifat Zivler qui s'en est prise, elle, au gouvernement du haut de la tribune. Et vendredi, s'est tenue une cérémonie émouvante dans la base militaire des blindés de Latroun. Oui, effectivement, des centaines de soldats ont terminé vendredi leur marche de plusieurs dizaines de kilomètres et ont reçu leur béret noir, le béret des unités blindées de Tsahal. Mais cette cérémonie avait un caractère particulièrement émouvant puisque les invités d'honneur étaient 2 ex-otages, Matanen Gerest et Nimrod Cohen. Le commandant des unités de blindés de Tsahal, le général Ohad Mahor, leur a exprimé toute l'affection de l'ensemble des soldats. Et puis une information inattendue, surtout pour ceux qui connaissent bien la plage d'Herzliya, Daniel. Oui, une partie de la falaise qui domine la plage de Sidna Ali s'est effondrée durant le Shabbat, sans pour autant faire de victimes, fort heureusement. L'autorité de la nature israélienne a tout de suite envoyé sur place des inspecteurs afin de vérifier si cette falaise affaissée représentait un danger pour la population. Les responsables de l'autorité ont rappelé au public qu'il fallait être prudent sur les falaises qui se dressent le long du littoral israélien. Mais le maire d'Herzliya
a exprimé, lui, son très vif mécontentement en affirmant que l'effondrement de la falaise était la conséquence du refus du gouvernement de promouvoir un plan de protection de ces falaises côtières. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec le docteur Yohanan Manor. Yohanan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas encore que vous êtes politologue et avec vous, ou géopolitologue, et avec vous justement, on voudrait essayer de faire un point sur ce qui se passe actuellement dans le dossier iranien, parce que j'avoue qu'on n'y comprend pas grand-chose, hein, en tout cas de la stratégie, s'il y en a une, de Donald Trump. La question que je vous pose, c'est qu'est-ce qu'il veut exactement le président américain Donald Trump? Il dit, pour ne citer que son conseiller ce matin, Steve Witkoff, il dit qu'il est étonné, peut-être même un peu frustré de voir que les Iraniens n'ont pas réagi à l'armada qu'il a déployée au Proche et au Moyen-Orient. Ça, c'est un peu stupéfiant comme réaction de la part du président américain. Il n'a pas encore compris avec qui il traite? Oh, il a parfaitement compris avec qui il traite. Il faut distinguer ce qui est de l'ordre de la réaction immédiate, instantanée, comme il aime bien le faire à l'emporte-pièce, de la politique. Et contrairement à ce qu'on peut croire, il a une politique. Alors, à mon avis, à mon humble avis, je pense que ce que cherche Trump, puisque c'est la question que vous m'avez posée, avec l'Iran, c'est qu'il vise à une restructuration du Proche et du Moyen-Orient pour y promouvoir les intérêts des États-Unis, à l'instar de ce qu'il a tenté de faire avec l'Amérique latine et avec l'Europe. Alors, vous vous souvenez sans doute du projet grandiose qu'il avait annoncé lors de son mandat précédent de faire du Moyen-Orient une ère de prospérité en instaurant une voie parallèle à la nouvelle voie de la soie promue par la Chine. Oui. L'Inde, l'Arabie saoudite, l'Égypte devaient en être les maillons essentiels. Or, ce projet est resté au point mort et n'a pas été repris. À cause de quoi? Notamment un des facteurs, c'est peut-être la Chine, mais c'est aussi autre chose, c'est notamment les menées du régime subversif des ayatollahs. Et par ailleurs, la réaction de ce régime à l'abrogation par les États-Unis de l'accord conclu avec lui sur le contrôle de sa production de matières fissibles, à savoir le découplement du taux d'enregistrement de façon à être proche du seuil militaire, a amené bon nombre de pays de cette région à envisager de faire de même. Il devenait donc impérieux pour les États-Unis d'agir pour stopper les menées déstabilisatrices de ce régime, y compris via son arsenal de fusées à grande portée et ses proxies. Le dispositif militaire en place depuis un mois à proximité de l'Iran suffira-t-il à convaincre le régime de renoncer à ses moyens? Rien n'est moins sûr. Peut-être que les États-Unis devront actionner ce dispositif. C'est une alternative difficile, mais c'est cela. Actionner ce dispositif, ça veut dire lancer une opération militaire? Oh, ben, c'est pas seulement une opération. Ça peut être une série d'opérations. Mmh. Mais ils ont maintenant les moyens, ce qu'ils n'avaient pas. Lorsqu'il y a eu les grandes manifestations, ils n'avaient pas ces moyens. Mmh. C'était un manque de préparation. C'était un flop monumental de la part des États-Unis de ne pas être prêts lorsque les manifestations massives se sont produites en Iran. Alors là, cette fois-ci, on a le sentiment que ça reprend un peu même du côté des protestataires. Les étudiants lancent un nouveau mouvement et Donald Trump est toujours hésitant et on entend des bruits. Il n'est pas hésitant. Il n'est pas hésitant. On entend des bruits sur lesquels, eh bien, d'abord, les pays du Golfe eux-mêmes, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le Qatar, il y a des pressions qui viennent de la part de ces deux pays. Soyons raisonnables, soyons sérieux. C'est les pays qui attendent la fin de ce régime. Mais oui, c'est ce que l'on pourrait penser, mais on a l'impression que... Non, mais ils le pensent, mais ils sont obligés de parler autrement. Et parce qu'ils ont peur de ce régime. Évidemment. Il y a un double langage, c'est normal.
On dit que les ferait la Américains, même chose partout. ce matin dans Et la la presse... France s'y connaît de ce point de vue-là. Oui. Bien sûr. On parle dans la presse israélienne de ce matin de certains conseillers de Donald Trump qui sont plutôt du côté isolationnistes, qui disent que ça va, une opération militaire... Ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'ils disent... Les États-Unis ont pour objectif de promouvoir leurs intérêts partout dans le monde. Oui. Ils ne sont pas isolationnistes. Il faut une politique qui, quand c'est nécessaire, est isolationiste, quand c'est pas nécessaire, ne l'est pas. C'est pas du tout l'époque de la doctrine Monroe. Pas du tout. Les États-Unis du XIXe siècle, c'est pas les États-Unis du XXIe siècle. C'est tout à fait autre chose. Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Oui, mais quand il y a des conseillers qui disent Trump, attention, ça va être fatal, une telle opération, elle peut être fatale tous les conseillers, aux sénateurs républicains lors des élections du mi-terme de novembre prochain. Ça, personne n'est capable d'influencer les élections. Et les conseillers, ils font leur travail, ils donnent souvent des conseils divergents et contradictoires. Et le président doit décider. Maintenant, il y a un risque. Dans toute guerre, il y a des risques. Il ne veut pas arriver à un flop. Il veut éviter le flop. Il veut obtenir le résultat, à savoir mettre un terme aux menées subversives de l'Iran qui empêchent tout programme de grande envergure dans cette région. Évidemment, j'ai mentionné le nucléaire, mais j'ai mentionné aussi les fusées à grande portée qui menacent tout le monde. N'est-ce pas ? C'est très sérieux. Tout le monde veut s'en débarrasser de ça. Alors là, il a mis au point au moins un dispositif qui est en mesure d'amener l'Iran à modifier son attitude, à prendre d'autres engagements, à renoncer à ses moyens. C'est pas évident. Ils ne font pas de gaieté de cœur. Mais peut-être qu'ils seront obligés de le faire, parce que justement, ce dispositif peut encourager le mouvement intérieur à prendre de l'ampleur et à mettre fin à ce régime. Alors ça, on le verra effectivement. Maintenant, je voudrais aborder avec vous un autre sujet qui se rapporte à l'autre développement sur la bande de Gaza, avec la réunion jeudi dernier du fameux Conseil de la paix de Donald Trump, au cours de laquelle il a annoncé qu'il y avait déjà 7 milliards de dollars qui avaient été recueillis pour la reconstruction de la bande de Gaza. Il en faudra certainement beaucoup plus, mais je voudrais avoir votre appréciation sur ce forum que crée Donald Trump. On a vraiment des sentiments mitigés concernant ce forum. Le fait que Israël figure dans ce forum avec d'autres pays qui ne sont pas, on va dire, particulièrement des démocraties libérales, bien, ça peut peut-être susciter quelques préoccupations, alors que Donald Trump voudrait peut-être en faire une sorte d'ONU bis. Non. Je pense que certains se sont empressés de ridiculiser son initiative de ce Conseil de la paix. Et même ont qualifié de folie des grandeurs, de lubie, voire de prix de consolation au Nobel qu'il n'a pas encore eu. N'est-ce pas ? Bon, mais c'est bien plus que tout cela. C'est quelque chose qui a été pensé, réfléchi et construit. C'est pas lui qui l'a construit, mais c'est ceux qui travaillent dans son équipe qui l'ont construit. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est une initiative qui part d'un constat que tout le monde admet, à savoir l'impotence de l'ONU à remplir sa raison fondamentale, sa raison d'être numéro 1, de mettre fin aux guerres et de maintenir la paix. C'est une évidence. Après, en 1945, c'était ça l'objectif. Nous sommes aujourd'hui 80 ans plus tard. C'est pas brillant comme bilan, c'est même désastreux comme bilan. Alors, l'ambition de Trump, me semble-t-il, c'est de montrer qu'on peut sortir de l'impotence et de l'immobilisme, qu'on peut parvenir à arrêter des guerres et à régler des conflits. C'est ça son ambition. Alors, son Conseil de la paix aspire à être cette alternative à l'immobilisme. Ce n'est pas une alternative aux Nations Unies, c'est une alternative à l'immobilisme, à l'impotence. C'est d'ailleurs pourquoi, dans son conseil, il n'y a pas de droit de veto. Oui, mais pourquoi, par exemple, pourquoi ce sont des pays arabes qui... voilà, c'est ça. J'y arrive une seconde. Et c'est pour ça que ce conseil a sa dévotion,
est à sa dévotion, avec un ticket d'entrée d'1 milliard de dollars. C'est pas rien. Peu de pays peuvent se le permettre. Peu de pays peuvent se le permettre, démocratiques ou pas. Mais c'est surtout... La majorité des pays du monde ne sont pas démocratiques. Moins d'un tiers des pays des Nations Unies ne sont pas démocratiques. Oui, mais c'était justement le problème de l'ONU, ça, Yohanan. Non, le problème de l'ONU, c'est qu'il voulait associer des pays démocratiques et non démocratiques pour assurer la paix. Il s'avère que ça ne marche pas. Et là, qu'est-ce qu'il veut faire, Trump ? Alors, je pense que ce que il veut faire, c'est montrer que c'est possible autrement. Que c'est possible par l'engagement d'un certain nombre de pays pour régler des situations, notamment cette affaire de Gaza. Alors, son concept, évidemment, va être mis à l'épreuve avec cette affaire de Gaza. Notamment, est-ce qu'il va pouvoir parvenir au désarmement du Hamas ? Alors, Trump, à mon avis, compte sur la tenaille qu'il avait actionnée grâce à la Turquie et au Qatar pour obtenir du Hamas le retour de tous les otages. Il compte aussi sur une force militaire d'envergure à laquelle l'Indonésie a dit être prêt à apporter un contingent très important. L'Indonésie, personne n'a pensé à un tel pays qui est un pays de plus de 350 millions d'habitants. C'est un pays qui a une population qui est aussi grande que celle des États-Unis. Et c'est un pays avec lequel nous avons déjà commencé à avoir cette relation et nous aurons de relations encore meilleures. Mais vous avez le sentiment que des soldats indonésiens... C'est un pays démocratique, au moins sur le papier. Oui, sur le papier. En tous les cas, bien plus démocratique que beaucoup de pays qui se disent démocratiques, qui ont des élections et qui ne le sont pas. Oui, mais est-ce que les soldats indonésiens seront capables de désarmer le Hamas ? Bien sûr, c'est ça l'objectif. Mais il compte également sur la tenaille politique, la pression de la Turquie et du Qatar, comme il a réussi à le faire avec la libération de tous les otages. Maintenant, vous m'avez posé une question concernant les pays démocratiques. Oui. Les pays démocratiques, eux, ils croient encore aux Nations Unies. Ils croient encore au droit international instauré par les Nations Unies. Mais on s'aperçoit que le droit international instauré par les Nations Unies, c'est une lubie. Il s'avère que c'est non seulement ça conduit à la paralysie, mais souvent à l'incapacité d'agir, à l'incapacité de régler des problèmes. C'est comme souvent dans pas mal de pays où le juridisme enlise le pouvoir exécutif. Eh bien, c'est un peu comme ça. Sauf que la Constitution des Nations Unies est tout à fait différente, n'est-ce pas ? Il y a d'autres éléments qui l'enlisent, notamment cette histoire de veto des grandes puissances. Alors, les pays démocratiques qui sont encore attachés à l'ordre créé par les grandes puissances en 1945, c'est un ordre qui a été créé par les grandes puissances, pas par tous les États. Ça a été créé par 5 pays, les Nations Unies, pas plus. Et encore, la Chine n'avait pas beaucoup le mot à dire à l'époque. Elle était encore une puissance sur le papier, ce qu'elle est vraiment devenue après, longtemps après. Donc, nous sommes ici devant une possibilité de changement. Nous sommes à l'ère d'un changement. On essaie différentes choses. Il faut voir ça comme des tentatives pour que ça aille mieux dans le monde. Par rapport à l'immobilisme, y compris, rappelez-vous ce qui s'est passé. Souvent, on dit au moins les Nations Unies, ils ont des agences internationales qui font du bon travail. Eh bien, rappelez-vous les critiques qui ont été apportées à l'Organisation mondiale de la santé et le fait d'ailleurs que les États-Unis sont sortis, ont quitté cette organisation. C'est pas par hasard. Il y a aussi, là, dans le seul domaine où on pouvait dire qu'il y a un travail positif des Nations Unies, on s'aperçoit que là aussi, il y a des règlements et même des dysfonctions. Donc, dans un monde qui va mal, il faut essayer de trouver de meilleurs outils. Oui. Et c'est ce à quoi on assiste. Et c'est important de
de comprendre cela, même si c'est qu'une tentative qui n'aboutira pas. Oui. En fin de compte, il y en aura d'autres. C'est sûr que ce qui a été construit en 1945 n'est plus opérant dans le monde aujourd'hui. Eh bien, effectivement, on va en rester là, Yohanan. C'était très intéressant d'avoir votre appréciation sur ce dossier. D'autant plus que, effectivement, l'ONU, on peut le dire, n'a jamais servi les intérêts d'Israël à part l'intérêt principal. Alors voilà, de ce point de vue-là, je veux dire encore un mot. On n'a plus le temps, Yohanan, on s'excuse. Une phrase. Une phrase. Voilà. Vous m'aviez interpellé sur l'internationalisation de Gaza. Mais l'internationalisation de Gaza est une évidence depuis bien longtemps. Sous le couvert de l'ONU et des innombrables organisations humanitaires, oui. le Hamas est arrivé à régner en maître. Donc il faut là aussi trouver une autre formule. Il faut trouver une autre formule. Eh bien, merci beaucoup, Yohanan Manor, docteur Yohanan Manor, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur Radio Kalita. Bonne continuation. Shavua Tov, à bientôt, Yohanan. À bientôt. Toda rabba. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Firouzeh Narvandi. J'espère que je prononce bien votre nom. Tout à fait, ça. Tout à fait. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur émérite d'origine iranienne à l'Université libre de Bruxelles et spécialiste des pays musulmans non arabes. Alors, bien entendu, on se fait du souci pour le peuple iranien aujourd'hui et en Israël. Et on attend, bien entendu, une opération militaire américaine contre le régime iranien. Mais on constate, et dites-moi les informations, si les informations concordent, on constate qu'il y a peut-être une reprise de la protestation du côté des étudiants sur les campus, les campus iraniens, c'est cela ? Oui, tout à fait. Tout d'abord, il faut dire que les contestations n'ont jamais vraiment arrêté. Évidemment, ils n'avaient pas la même ampleur que fin décembre, début janvier, mais comme vous le savez, il y a eu une telle répression que la population s'est un peu protégée. Mais depuis le 40e jour de la mort de leurs proches que l'on commémore dans l'islam chiite en particulier, les manifestations ont repris, et puis particulièrement depuis l'ouverture des universités qui a eu lieu il y a quelques jours, on a pu constater que les étudiants là sont vent debout contre le régime et réclament un changement de régime. Donc effectivement, tout cela a repris et on est très inquiet puisque la répression, elle aussi, qui n'a pas cessé, va reprendre de plus belle. Il y a eu des affrontements dans certains campus déjà avec les miliciens, les Bassidj ? Oui, tout à fait, autant que je sache. Alors, je voudrais avoir votre appréciation sur les informations qui viennent des États-Unis, parce que nous, on n'a pas oublié, et on s'étonne toujours pour beaucoup d'Israéliens de voir Donald Trump lancer des slogans presque. Hein. On n'a pas oublié l'aide américaine est en route d'il y a 40 jours. Et là, le président américain, via un de ses conseillers, fait dire qu'il est surpris de voir que les Iraniens ne sont pas dissuadés par l'armada qu'il a déployée au Moyen-Orient. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Donald Trump actuellement ? Personnellement, je pense que le président Trump ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire et que donc il s'est mis dans une situation compliquée par rapport à la République islamique, effectivement en annonçant qu'il allait venir aider la population, et puis il a envoyé toute cette armada. Et donc, il voudrait arriver, c'est mon opinion, bien évidemment, mais elle est partagée par pas mal d'autres personnes, il voudrait arriver à un deal. Il n'a pas envie d'intervenir militairement,
Or, c'est ce que la population attend, la population iranienne attend de l'aide de l'extérieur et donc serait très très déçue si un deal mettait fin à cette situation. Et il faut dire que les autorités iraniennes sont vraiment maintenant en situation de vouloir arrêter les confrontations possibles, et c'est un petit peu dans leur façon de faire. La République islamique a toujours agi en termes de ce que l'on peut appeler en persan le maslahat, c'est-à-dire la raison d'État, c'est-à-dire en quelque sorte la survie. Et on voit bien que cette République est prête maintenant à brader le pétrole, les mines, et promettre monts et merveilles pour empêcher une intervention qui est aussi hypothétique, puisque finalement elle n'est pas désirée vraiment par le président Trump. Oui, alors ça veut dire que vous pensez que le régime iranien actuellement, c'est pas un régime, on va dire, qui est illuminé par une promesse prophétique de voir, je sais pas, la délivrance messianique arriver au bout d'un conflit. Là, il est plutôt dans un pragmatisme. Ah oui, tout à fait, parce que le régime iranien voit bien que malgré le fait qu'il montre ses griffes et malgré une certaine puissance militaire, ça n'équivaut absolument pas à la puissance américaine jointe à celle d'Israël, et qu'elle risque sa peau. Donc elle essaye de jouer le tout pour le tout afin de survivre, puisque c'est en fait la seule décision, le seul but de ce régime, c'est actuellement de survivre, et on l'a vu, quitte à massacrer sa propre population, mais il sent qu'il risque sa peau. Donc il va faire, et personne ne le dit réellement, en 2015, effectivement, lorsqu'il y a eu la signature des accords sur le nucléaire, dont on a tellement parlé, le régime était à bout économiquement, et donc d'une certaine manière il a été amené à signer ces accords de 2015 pour essayer de répondre à la pression de la population, et aujourd'hui eh bien il est économiquement à bout, l'économie iranienne ne tient plus à rien. Et en plus, malgré tous ces soutiens, et à l'intérieur militairement, paramilitaire, et à l'extérieur avec les proxys, il sait qu'il est quand même faible. Alors comment, par exemple, l'opposition iranienne considère l'attitude d'Israël, qui, il faut le bien avouer, est liée à celle des États-Unis? On a, on va dire d'une certaine manière, une sorte de communion d'intérêts, communion de destin, même dans le cas précis. Et finalement, Israël est presque lié, les pieds et poings liés par, on va dire, son engagement aux côtés de Donald Trump. Oui, tout à fait, puisque Israël attend de voir ce que font les États-Unis, et donc intervenir tout seul, ce serait très très compliqué. Mais je pense qu'il y a quand même une différence importante entre Israël et les États-Unis, c'est que Israël craint pour également pas sa survie, mais en tout cas sa sécurité. Or, c'est pas le cas vraiment de Donald Trump, qui préférerait faire un deal plutôt qu'autre chose. On a aussi entendu, je ne sais pas si il s'agit de rumeurs ou de vérité, que les Iraniens ont même proposé de garder leurs missiles balistiques, mais de promettre de ne pas viser Israël. On est dans une situation qui est difficilement lisible, je dois avouer. Comment vous expliquez la position des pays arabes du Golfe Persique en particulier, qui semble, la logique aurait voulu qu'ils soient favorables à la chute du régime, et là on a l'impression que ce sont eux qui freinent les États-Unis? Eh bien, parce que je pense que les voisins, qui sont justement voisins, craignent des réactions incontrôlées du régime iranien, qui, s'il est mené à bout,
peut bombarder, peut viser ces pays et donc ils craignent pour leur sécurité. Donc en fait aujourd'hui toute la région est en attente, craignant pour un embrasement de la situation et de la région, du Golfe Persique, etc. Selon la presse israélienne, les régimes du Golfe Persique, l'Arabie Saoudite, le Qatar, d'autres pays, en tout cas les pays voisins de l'Iran, eh bien, craignent qu'il y ait une sorte de chaos après la chute du régime iranien, qu'il y ait une sorte de chaos interne en Iran, qu'il y ait une sorte de guerre civile. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ? Je pense que beaucoup pensent, quand ils parlent de guerre civile, à des problèmes d'un point de vue régional, avec des régions comme le Kurdistan, le Khouzistan, le Baloutchistan, qui voudraient faire sécession. C'est une erreur de penser à cela. Il y a peut-être dans certaines régions des groupes qui sont sécessionnistes, mais la majorité veut rester dans un Iran uni et donc une guerre de ce point de vue n'est pas nécessairement plausible. Après, il est vrai que en ce qui concerne la chute et le suivi et la personne ou les personnes qui pourront remplacer la République, les autorités actuelles, on est un petit peu dans un flou, mais on a bien vu que, entre autres, le prince Reza Pahlavi a demandé lui aussi une intervention extérieure parce que à l'heure actuelle et dans les conditions actuelles, un changement de régime ne peut pas se faire réellement sans appui extérieur, quel que soit d'ailleurs cet appui. Donc la guerre civile, elle aurait lieu comment? Entre une population qui n'a pas d'armes et un régime qui est armé jusqu'aux dents, c'est compliqué. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que ce régime ne cédera pas et parce qu'il a trop d'intérêt à perdre et que donc si la population ne cède pas, le régime ne cédera pas non plus. Dernière question, vous restez malgré tout optimiste, vous avez des sources d'espoir? Écoutez, à court terme, je ne peux pas vous dire, je crains pour la population iranienne surtout. Donc, je suis inquiète plus qu'autre chose, mais avec la délégitimation de ce régime, il est certain qu'à un moment donné, il va tomber. Mais le problème est de savoir à quelle distance temporelle, quand est-ce qu'il va tomber. Je suis inquiète plutôt qu'optimiste ou pessimiste. Bien oui, nous aussi, on peut le dire d'une certaine manière aussi, ici on est étonné un peu de voir la tournure que prennent les derniers développements, parce qu'ici bien entendu aussi on attend une opération militaire américaine et ses répercussions éventuelles, mais on est assez étonné de voir que finalement cela ne vient pas et il y a toujours cette forme de solidarité, c'est important de souligner, en Israël envers le peuple iranien et l'opposition iranienne. Merci beaucoup Férouzé d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne continuation et bonne chance pour la protestation iranienne en Iran et à l'extérieur. Merci beaucoup. Alors Daniel, les manchettes des quotidiens israéliens de ce dimanche matin sont encore des manchettes de confrontation, mais plus nuancées qu'en fin de semaine dernière. Et oui, effectivement, le Yediot Aharonot titre ce matin Ben Hametzarim en hébreu, ce qui peut signifier entre les détroits. De quel détroit s'agit-il? Eh bien, du détroit d'Ormuz dans le golfe Persique où se trouve le porte-avions Lincoln et du détroit de Gibraltar que le porte-avions Gerald Ford a franchi en direction des côtes israéliennes. La photo qui illustre cette première page du Yediot Aharonot est justement celle du Gerald Ford à son entrée dans la Méditerranée. En surtitre, le Yediot Aharonot explique: Donald Trump fait
fait les gros bras. Mais au sein de l'administration américaine, certains de ses conseillers sont opposés à une attaque contre l'Iran. Ces conseillers craignent que l'opération fasse du tort aux républicains lors des élections du mi-terme. Quant à Israël, eh bien, il a attaqué un quartier général du Hezbollah afin de dissuader le mouvement chiite de participer à une opération contre le territoire israélien en cas d'attaque iranienne. La manchette du Israélium est également consacrée au dossier iranien, mais cette fois du point de vue des étudiants iraniens qui reprennent le mouvement de protestation. Oui, le journal nous montre en effet une manifestation contre le régime à l'université de Téhéran, probablement hier, et il cite les slogans de Mort à Khamenei et de Vive le Shah qui ont été lancés au cours de ces manifestations. En manchette, le Israélium annonce, en dépit des échanges de messages entre Washington et Téhéran, la probabilité d'une guerre a augmenté. Alors de quel message s'agit-il? De celui envoyé par les Iraniens, selon lequel ils seraient prêts à de nouvelles concessions dans le dossier du nucléaire. Est-ce un changement ou un désir de gagner du temps de la part des Iraniens? La question reste en suspens, alors que Donald Trump envisagerait désormais une offensive limitée pour augmenter la pression sur Téhéran. Qu'écrivent les éditorialistes du Israélium face à ces incertitudes, Daniel? Yoav Limor, le spécialiste sécuritaire du journal, accentue cette incertitude en prétendant que si la tension a baissé durant le week-end après les déclarations de Donald Trump, qui a accordé encore une dizaine de jours à la négociation, la probabilité d'une guerre, selon lui, a augmenté, même si, je le cite, une opération américaine devait être reportée de plusieurs jours ou de plusieurs semaines. Dixit donc Yoav Limor. Shahar Kleiman explique qu'alors qu'Israël aspire à la chute du régime iranien, les pays arabes qui entourent l'Iran eux-mêmes veulent le maintenir. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils redoutent une guerre civile, et oui, qui pourrait découler de la fin du régime iranien et qui pourrait se traduire par des vagues de réfugiés iraniens qui frapperaient aux portes de ces pays. Dans le Yediot Ahronoth, Ben Dror Yemini déplore cette situation selon laquelle ce sont les démocraties libérales qui volent indirectement au secours du cruel régime iranien. Oui, et cette fois, écrit Ben Dror Yemini, c'est au tour de la Grande-Bretagne de faire le jeu du régime des Mollahs en refusant aux Américains l'accès de ses bases militaires dans la région, comme celle de Diego Garcia, pour frapper l'Iran. Ben Dror Yemini accuse le gouvernement de Keir Starmer de ne pas vouloir entendre ou savoir pourquoi il est important que les Américains détruisent le régime iranien. Et Ben Dror Yemini ne s'arrête pas là. Il rappelle que Donald Trump lui-même laisse grandir un autre monstre dans la région. Il s'agit du Qatar, qui est selon lui le frère jumeau du régime iranien et qui est le catalyseur de l'antisémitisme aujourd'hui à travers le monde. Alors, écrit Ben Dror Yemini, les étudiants iraniens ont repris leur manifestation. Ils ont besoin de l'Occident, mais face à cette complaisance, il n'est pas certain qu'ils obtiennent gain de cause. Le docteur Michael Milstein consacre ce matin son analyse non pas au dossier iranien mais à celui de la bande de Gaza. Oui, et c'est pour se lancer dans un long réquisitoire contre le gouvernement Netanyahou qu'il accuse de ne proposer aucune autre solution que la reprise des combats contre le Hamas. Et ce alors que la communauté internationale entend instaurer dans la bande de Gaza un ordre nouveau. Ce faisant, le gouvernement Netanyahou reproduit des schémas qu'il a déjà utilisés et il refuse de débattre réellement de ce que l'on appelle le jour d'après, ce qui laisse libre cours à toutes les fantaisies et les slogans qui remplacent une approche clairvoyante de la réalité, dixit le docteur Michael Milstein, qui déplore que Tsahal se retranche sur la ligne jaune dans un déploiement statique en territoire ennemi. Le Israélium nous propose ce matin une double page politique au cours de la course pour le leadership de l'opposition au gouvernement Netanyahou. Oui, Eli Zilberberg constate dans cette double page que l'opposition actuelle est de plus en plus morcelée, non seulement sur la question du leadership, mais aussi sur l'orientation de ce bloc. La question clé est de savoir qui sera le leader qui parviendra à unifier l'opposition actuelle. Eli Zilberberg écrit que dans l'absolu, après son échec du 7 octobre, le gouvernement Netanyahou aurait dû être affaibli et l'opposition aurait dû être à son point culminant. Mais c'est exactement le contraire qui se produit à l'approche des élections. L'opposition est affaiblie par ses divisions internes, tandis que le camp Netanyahou se consolide. Et il détaille les problématiques des chefs de parti de l'opposition. Yair Lapid, qui selon lui est en perte de momentum. Yair Golan, qui ne parvient pas à trouver son juste équilibre. Lieberman, qui veut influer. Et Bennett, qui continue à subir une crise de confiance. Et Amon Lord consacre justement son analyse politique à Naftali Bennett qui, la semaine dernière, a donné le sentiment de virer brusquement à droite.
Oui, Amnon Lord constate que la semaine dernière, Bennett, devant des habitants du Gush Etzion, a viré à droite en affirmant qu'il n'avait pas l'intention de boycotter personne à droite, ni même Ben Gvir ou Smotrich. Mais 2 jours plus tard, eh bien, il a pris un brusque virage à gauche en se démarquant de Ben Gvir. Et Amnon Lord donnait un conseil à Naftali Bennett: s'il veut récupérer des voix de la droite parmi les déçus de Netanyahou, il doit absolument persuader cet électorat qu'il ne met pas en danger un gouvernement de droite en votant pour lui. Et le modèle de cette problématique n'est autre, selon Lord, que le général Ophir Winter, qui est l'ami de Naftali Bennett, mais qui déclare: il a fait quelque chose qui va à l'encontre des valeurs qui sont les miennes. Fin de citation. Et pour terminer, Daniel, dans le même ordre d'idées, le Maariv nous explique ce matin dans sa page d'ouverture pourquoi le parti sioniste religieux de Bezalel Smotrich ne passe pas le seuil d'éligibilité dans les sondages. Oui, à cette question importante, une réponse qui semble toute simple: parce que la majorité des électeurs du mouvement sioniste religieux, ne veulent pas voter pour le parti sioniste religieux, car le parti de Smotrich représente des valeurs qui vont à l'encontre de celles sur lesquelles cette communauté a grandi et s'est développée. Exemple, le mainstream du sionisme religieux considère que le service militaire pour les jeunes femmes comme quelque chose de positif, alors que Bezalel Smotrich s'y oppose farouchement. Je vous décris la scène. Nous sommes dans le désert de Judée, à Alon, non loin de Kfar Adumim, en Judée-Samarie. Le soleil cogne, la poussière vole, et là, au milieu des collines arides, vous ne croisez pas des ouvriers de chantier classiques, mais des silhouettes qui semblent sorties tout droit d'un western. Capot de cow-boy, chemise à carreaux et mains calleuses. Ce sont Joseph, Jesse et Levi. Ils ont un petit accent américain, ils viennent du fin fond du Montana aux États-Unis, et s'ils sont là, ce n'est pas pour le tourisme. C'est pour bâtir, pierre après pierre, un centre pour les soldats israéliens blessés et traumatisés de guerre. Alors, on va revenir un petit peu sur cette histoire. Tout commence au lendemain du 7 octobre. Ces chrétiens évangéliques, portés par une foi profonde, décident de tout quitter, leur ville, leur ranch, leur bétail, pour aller en Israël aider au lendemain de ce terrible massacre du 7 octobre. Ils débarquent chez Ruti et Chaim, qui tiennent une ferme équestre thérapeutique à Alon. Au départ, c'est juste pour donner un petit coup de main. Très vite, les liens se sont resserrés et une véritable fraternité est née. D'ailleurs, Ruti le dit avec émotion. Ils font partie de la famille désormais. Ils célèbrent le Shabbat avec nous. Ils partagent nos larmes. Puis, ils sont repartis dans le Montana. Et il y a 2 mois, ils ont voulu aller plus loin. Quand la ferme de Ruti et Chaim a exprimé le besoin de créer un centre de guérison permanent pour les soldats, ces gars du Montana n'ont pas hésité. On arrive, ont-ils dit. L'aspect fascinant, c'est la manière dont ils construisent. Pas de préfabriqué, pas de béton industriel coulé à la va-vite. Non, ils utilisent des techniques ancestrales américaines, celles qu'on utilise dans le Montana pour résister aux écarts de température extrêmes. Ils coulent le béton à la main et ils y incrustent une à une des pierres locales ramassées directement sur la montagne. Le résultat, une isolation thermique naturelle parfaite pour les températures très élevées du désert et une esthétique brute presque mythique. Derrière ces murs de pierre, l'objectif est vital. Ce futur centre accueillera des soldats blessés dans leur chair ou dans leur âme. Le remède proposé, la nature et les chevaux, la thérapie équestre. Une méthode qui fonctionne, qui a fait ses preuves. En effet, d'anciens soldats des unités d'élite qui étaient venus là pour se soigner au début de la guerre sont restés pour devenir instructeurs. Ils transmettent à leur tour ce qu'ils ont reçu. Ruti décrit ces bénévoles américains comme les personnes les plus pures qu'elle ait jamais rencontrées. Elle va même jusqu'à dire que s'ils le pouvaient, ils iraient probablement se battre sur le front à Gaza tellement ils ont envie d'aider le peuple d'Israël. En attendant, ces cow-boys se battent contre la chaleur, la fatigue, travaillent parfois jusqu'à tard dans la nuit sous les étoiles de Judée pour que demain, un soldat de Tsahal puisse trouver entre ces murs bâtis avec amour et sueur la guérison et la paix intérieure. Sabine, bonjour, Boker Tov. Nous vous avons sollicité parce que, on le sait, jeudi soir, s'est tenu au Carrousel du Louvre le traditionnel dîner du CRIF qui était à sa 40e édition et cela nous a permis de donner l'occasion de revenir, on va dire, sur l'aspect historique de ce dîner du CRIF, un aspect que vous connaissez particulièrement bien puisque vous étiez, on va dire, avec celui qui était le président du CRIF à l'époque, Théo Klein,
à l'origine, on va dire, de cette initiative, de ce dîner républicain, comme on l'appelle désormais. Absolument, ça s'est passé en 1982 ou 3. Non, et c'est le 40e, 86, donc. Théo Klein, quelques mois avant, avait rencontré Laurent Fabius et c'est ainsi qu'il a eu l'idée tout d'un coup de faire ce dîner où il réunirait les élus qu'il pouvait connaître à cette époque et pour que le CRIF ait une discussion permanente avec les élus, ce qui n'était pas le cas jusqu'à là. Je dois dire que moi qui ai été déjà directrice des relations extérieures du CRIF du temps d'Alain de Rothschild, qui était le président avant Théo Klein, pour avoir un rendez-vous, je me souviens par exemple, avec le président, il a fallu plusieurs mois, et même pour les ministres, c'était très difficile. Il n'y avait pas du tout de contact permanent avec les autorités gouvernementales. Donc Théo Klein est le premier à avoir institué cela, et ça a vraiment beaucoup aidé la communauté juive. Alors, effectivement, et l'idée d'inviter le Premier ministre, c'était d'où elle a été... Mais parce qu'il l'a rencontré, Laurent Fabius. Voilà. Et à l'époque, moi-même, je connaissais bien Françoise Castro, qui était l'épouse de Laurent Fabius, que je fréquentais. Et donc, je lui avais demandé si son époux était prêt à venir à ce dîner. Il a accepté. Et c'est ainsi qu'a eu lieu, c'était au Sénat, le premier dîner du CRIF. Alors évidemment, il n'avait pas l'ampleur que cela a maintenant. Il y avait seulement une centaine de personnes, quelques élus que le CRIF connaissait, et puis quelques intellectuels, quelques journalistes. Il y avait évidemment le bureau exécutif du CRIF, mais les épouses n'étaient pas invitées. Voilà, ça c'était le premier dîner, mais au fur et à mesure des années, je m'en suis occupée jusqu'à mon départ en 1990, et même après j'ai continué jusqu'à ce que je vienne en Israël à être présente à tous les dîners du CRIF. Eh bien, il a pris vraiment de l'ampleur. Oui, alors effectivement, il y a eu cette année d'ailleurs, je n'y étais pas, mais cette année, il y avait une vingtaine de ministres, c'est-à-dire la majorité du gouvernement était présente, et seuls les extrêmes ne sont pas invités. Oui, alors on va revenir sur cette question des extrêmes justement, mais comment s'est passée la phase où on est passé de l'invitation au Premier ministre à l'invitation au Président de la République? Qu'est-ce qui a provoqué cela? Simplement, le fait d'avoir des contacts de plus en plus étroits avec les autorités gouvernementales, dont avec les présidents, et ce qui fait que François Hollande ou Nicolas Sarkozy sont venus effectivement à ce dîner. Mais ça s'est arrêté après de nouveau par la suite. Ça s'est arrêté peut-être parce que il y a une crise de confiance entre la communauté et le président Macron? Écoutez, je pense que c'est Macron qui ne veut probablement pas venir, parce que le CRIF, je suppose, ne serait pas opposé à ce que le président vienne. Même si ce n'était pas obligatoirement le souhait de beaucoup de responsables, on va dire, de la communauté aujourd'hui. Non, mais entre ce que la communauté parfois désire et ce que les responsables communautaires peuvent faire ou veulent faire, il y a parfois des différences. Alors justement, aujourd'hui, c'est devenu une institution, ce dîner du CRIF. Effectivement, vous le mentionniez, 20 ministres qui ont participé au dernier dîner. Est-ce que ça en dit long sur la représentativité du CRIF, ou alors finalement, c'est-à-dire c'est devenu une institution, un rendez-vous, mais derrière cela, il n'y a pas véritablement de résultats, il n'y a pas véritablement on va dire oui, effectivement, de résultats concernant la relation entre la communauté et le pouvoir? Disons que ce dîner-là, c'est en général, il y a malheureusement chaque année des problèmes pour la communauté juive.
Et par exemple, ce dîner était vraiment centré sur l'antisémitisme, non seulement en France, mais dans le monde. Et je pense que le gouvernement et les ministres voulaient montrer leur solidarité avec la communauté. Et pour une fois, il y a eu une action, parce qu'on parle toujours dans la communauté que du côté gouvernemental, il n'y a que des mots. Et pas d'action, mais là, le fait que Sébastien Lecornu, le Premier ministre, ait clairement dit qu'il allait soutenir au mois d'avril la proposition de loi pour les nouvelles formes de l'antisémitisme de Caroline Yadan, au moins là, ça sera un acte. Ça sera un acte, effectivement. Eh bien, merci. Mais par contre, par rapport à Israël, le CRIF est souvent très timide. Il veut pas trop toucher à cette question. Alors, n'empêche que cette année, Yonatan Arfi a fait, le président du CRIF, un très beau discours où il a effectivement mentionné tous les problèmes, dont celui de la déclaration d'un État palestinien. Oui, que la communauté juive voit d'un très mauvais œil. Oui, effectivement, la reconnaissance d'un État palestinien par la France qui est intervenue donc il y a de cela quelques mois. Merci beaucoup Sabine Rothman de nous avoir parlé de l'historique, on va dire, de ce dîner du CRIF qui s'est tenu jeudi soir dernier, et d'avoir donné votre appréciation sur ce 40e édition du dîner du CRIF. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée et à bientôt. Merci de m'avoir reçu.